Quelle carrière et quelle comédienne, Brigitte Fossé. Alors, on va pas dire combien de carrières, Brigitte. Mais allez, on le sait puisque vous avez commencé à 5 ans. Donc, Quand on aime, on ne compte pas. J'ai mais commencé à 5 ans. Et alors? oui, ah ben, et au contraire, et d'ailleurs on va en parler. Robert Altman, Claude Pinoteau, vous avez joué avec les plus grands. Évidemment Truffaut, évidemment Lelouch, évidemment Deville, Claude Sauté, Claude Sauté. Oui. Tant de souvenirs. Votre vie s'est jouée toujours. Christophe Zanussi, Sozo Murani, Ouais, le grand metteur en scène japonais. ouais, toujours jouer. C'est ça. On peut dire ça comme ça, mais on peut le dire aussi travailler. Oui. Les gens pensent que c'est uniquement jouer et ils viennent me voir et me disent « Mais alors, à part ça, qu'est-ce que vous faites réellement ?» Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, écoutez, monsieur, je suis désolée, mais je répète pour le théâtre, je fais du théâtre, je fais de la télévision, je travaille avec la musique, je fais des concerts-lectures, je fais des spectacles théâtraux avec de la musique, je fais aussi du cinéma. Mais oui, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites? J'adore. Et à part ça, alors, vous avez commencé comment? Bah tiens, hein, regardez derrière vous, là. Enfin non, mais enfin, vous la reconnaissez, cette petite fille? Quand même, avec Georges Poujouli. Quel incroyable souvenir. Brigitte, Oui. Brigitte, je suis Bah, vous là. m'avez demandé de regarder, je suis partie, moi, Mais là-bas. oui, ces Jeux interdits. Oui. Ces Jeux interdits qui ressortent dans une version restaurée, regardez, en Blu-ray, Encore, ils l'ont restauré déjà il y a DVD, 5 ans. C'est Studio formidable. Canal, Studio Canal, et on les remercie beaucoup parce que grâce oui. à eux, Ah oui, Studio Canal Ouais. sont très fidèles avec moi. Je vous les remercie beaucoup. et grâce à eux, on a Jeux interdits, ce chef-d'œuvre de René Clément, dans une version comme on ne l'avait jamais vue. Regardez ces images, Brigitte Fossé. La 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 la. Ce chien-là que tu vas me donner? Non, celui-là, c'est ton voisin. C'est nager? Je sais pas, on est fâchés avec les voisins. Comment c'est son nom? Nous, on l'appelle Gloire, c'est le nom des voisins. Et vous, c'est comment votre nom? Dolé, Et toi? Michel, Et toi? Paulette? t'es parisienne, toi? Oui, et toi? Moi, non. Oh, merci à Studio Canal. Alors vraiment, regardez cet objet-là, c'est Jeux interdits, restaurés, travail magnifique qui est fait pour redécouvrir ce chef-d'œuvre dans cette version unique en 4K, ce chef-d'œuvre de René Clément, 5 ans là, Brigitte. Oui, 5 mais vous ans. savez, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça devait être un court-métrage, quand j'ai rencontré René Clément. Et puis Jean Orange, Pierre Bost, et ce grand metteur en scène comique, là, le grand, là, Jacques Tati, le meilleur ami de René Clément, ils ont vu le court-métrage, ils ont dit, mais enfin, René, tu l'agrandis, tu fais des raccords, tu tiens un grand film. Alors, on a téléphoné à Tourcoing, et j'ai entendu ma mère qui disait, on était en septembre, on avait fini le film depuis longtemps, octobre, c'était la rentrée des classes, elle me dit, tu veux bien continuer Jeux interdits? J'ai dit, non, 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 je vais à l'école. Elle me dit, alors, Robert Dorfman dit, alors demandez-lui si elle veut bien faire ça à Noël. Brigitte, j'étais au fond du salon en train de lire Rocco et ses frères ou je sais pas quoi. Brigitte, tu veux bien aller à Noël finir Jeux interdits? Je dis, pas question, Noël, c'est les vacances. Brigitte, Robert Dorfman propose qu'on finisse Jeux interdits à Pâques. Tu es d'accord pour Pâques? J'ai dit, ah oui, je suis d'accord pour Pâques, il fait beau là-bas. Et donc, à Pâques, on a fait les raccords. Seulement, Georges Poujouli avait fait Nous sommes tous des assassins, il avait les cheveux courts, donc on lui a mis une perruque. Il avait grandi de 14 cm, donc il a fallu lui rallonger ses culottes. Et moi, j'avais perdu une dent. Donc je suis allée voir le grand professeur Lebovitch, 3 places du 18 juin 40, et il m'a fait un petit appareil avec une fausse dent. Et puis on a rallongé mes robes. Et puis voilà, en fait, ce sont 2 enfants qui jouent à 9 mois d'intervalle que l'on voit. Alors de temps en temps, on a l'air un peu plus mûr que d'habitude. Oui,
Non, mais c'est quand même incroyable l'histoire de ce film, Brigitte. Hein, et comment la petite fille que vous êtes alors va être couronnée du prix d'interprétation à Venise. Et ce film va faire un triomphe mondial, les Oscars. Et c'est En Hollande, incroyable. à Londres. Oui. J'ai vu la reine de Hollande, j'ai vu la reine d'Angleterre. Moi, j'ai dit dans un conte de fées. On m'a dit, tu vas rencontrer la reine d'Angleterre. J'avais l'impression que c'était la reine des neiges qui allait sortir de ma bibliothèque. Je me prépare. Alors, on me dit, il y a le protocole. Alors, oui, j'ai dit, comment allez-vous dire bonjour à la reine d'Angleterre? Je dis, mais c'est très simple. Je vais lui tendre la main, je vais dire, how are you? Il va dire, ah, non, 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 c'est pas comme ça du tout. Vous faites 1, 2, 3, vous vous agenouillez et vous tendez le bouquet. Et c'est elle qui va vous dire, how are you? Et qui va vous relever. Et on me dit, après, vous la suivez pas, surtout, c'est terrible. Et moi, je la vois, elle avait un teint de lys et de rose. Je pensais qu'à une chose, c'est être dans sa robe champagne, qui était éclatante. Elle monte les escaliers, je la suis. Et là, il y a un type qui me tire par la jupe, qui me fait tomber dans l'escalier. Je me retourne horrifiée. C'était le chef du protocole. Il me dit, je vous avais dit de ne pas la suivre. Oui. Heureusement, après, dans la salle de cinéma, j'étais à côté d'elle. Ouais, c'est incroyable cette histoire. Un mot quand même, parce que la scène de début qui a tellement frappé, hein, lorsque cette petite fille va devenir orpheline, c'est l'Exode 1940, bombardement. On voit les parents dans le film de cette petite fille, de cette petite... Ce sont mes parents. Eh ben c'est ça que je voulais Mon dire. père et ma mère jouent le C'est rôle de vos mon vrais père et ma mère. parents, c'est vos vrais parents. Ils ont voulu jouer la scène. Ils n'étaient pas convoqués par René Clément. Ils ont voulu la jouer parce qu'en tombant, ils avaient peur que les figurants ne me fassent mal. Et donc, ils m'ont fait tomber tout en me soutenant. Ça, c'est l'amour des parents. Ouais. Et cette scène où la petite fille, découvrant sa maman décédée, est morte, qui Oui. lui touche la joue comme Oui. ça. Oui, par contre, elle ne constate pas que son père est mort, ce qui est incroyable. Le père qui est un peu plus loin, elle ne le touche pas. Par contre, elle ne voit que sa mère. Et René Clément m'avait dit, tu touches sa joue, après tu touches la tienne, et tu vois que ça, elle est froide, et toi. Et alors tu prends ton chien et tu t'en vas. Mais moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était pas mes parents, parce que j'avais vu qu'il y avait tout un système avec du sang qui coulait, avec la balle qui arrivait, qu'on avait fait tout un truc de bricolage. Par contre, le chien, quand je l'ai vu trembler, j'étais très inquiète. Oui. Mais on m'a expliqué qu'on l'avait seulement endormi. Et heureusement, après, je l'ai vu recourir et tout ça. Et après, je me baladais avec un chien empaillé. Ouais, Voilà. mais on se dit, comment une petite fille de 5 ans joue des scènes poignantes qu'il y a dans ce film, et la scène finale, bien sûr. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Quand elle dit « Michel » et qu'elle crie, elle pleure. C'est pour une enfant comme ça, jouer ce personnage-là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Comment on arrive à faire ça toute Mais petite j'avais pas fille du tout envie de pleurer ce jour-là, parce que c'était le dernier jour de tournage. Et à Pâques, on allait me donner une très belle bicyclette rouge, donc j'arrivais pas à pleurer. Alors René Clément m'a dit, si tu pleures pas, tu n'auras pas ta bicyclette rouge. Je l'ai pas cru, donc j'arrivais pas à pleurer. Alors il a dit à ma mère, vous lui dites que vous partez définitivement. Elle a dit, je peux pas dire ça. Si, dites-lui que vous partez définitivement. Elle a dit, Brigitte, je pars, hein, je m'en vais, hein, parce que tu es très mauvaise, alors je pars. Et là, alors, je suis partie en disant, Michel, maman, c'était pas difficile. Il me manipulait, il me mettait en scène, comme tous les metteurs en scène. Mais lui, il avait une façon de rentrer à l'intérieur des gens. C'est ce que disait toujours Alain Delon en parlant de lui. C'est mon maître, Oui. parce qu'il m'a appris à rentrer à l'intérieur de moi. On pense à Plein Soleil, bien sûr, avec Delon. Magnifique. Ouais. C'est les films de René Clément, c'est Oui. Et formidable. Daniel Gélin qui disait, il y avait un type qui n'arrivait pas à être ému dans Paris brûle-t-il. Je ne sais pas ce qu'a fait René. Il est allé à l'oreille du comédien. Le comédien était génial, il s'est mis à pleurer et tout. Ils disent tous qu'ils n'ont jamais rencontré un directeur d'acteur aussi fort que René Clément. Mais moi, je peux dire que Claude Sauté est un immense directeur d'acteur. Quand il m'a dirigé dans Un mauvais fils de Claude Sauté, avec Patrick Devers, vraiment, ça a été quelque chose d'incroyable. Vraiment, il vivait la chose. Et il avait un point commun avec René Clément. Quand il n'était pas content, il enlevait sa casquette, il marchait dessus en hurlant. Et toute l'équipe rigolait. Et alors, on repartait après. Oui, oui. Et puis là, on va entendre ça, cette musique. Et Narciso Yepes, ça va faire aussi le succès du film dans le monde entier, cette musique, Brigitte. Incroyable musique. Je vais vous dire une chose, Jacques Dorfman, qui est mon ami, avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui et qui est le fils de Robert Dorfman, m'a raconté l'histoire de cette musique.
il cherchait une musique pour Jeux interdits avec son père, Robert Dorfman. Le film était déjà monté. Et ils arrivent au coin de la rue Champollion. Il y avait un monsieur, un SDF, qui jouait de la guitare avec une casquette pour mettre de l'argent dedans. Il était avec René Clément, ils ont entendu ça, se sont penchés vers le type. Ils ont dit, vous venez ce soir dans un studio d'enregistrement, vous nous enregistrez ce morceau. Ils ont enregistré le morceau et après ils ont cherché qui l'avait écrit. En fait, c'était une adaptation d'une ballade espagnole du XIIIe siècle par Narciso Yepes. Ils ont contacté Narciso Yepes et c'est Narciso Yepes qui l'interprète, grâce à la gentillesse d'un SDF qui a mis de la poésie dans la rue de Champollion. Oui, mythique film. Mais vous voyez à quoi ça tient ? Des ballades comme ça qui se baladent dans tous les pays du monde. Un ami guitariste, il l'a joué en Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Irlande. Et chaque fois qu'il joue ça, on lui dit « Ah oui, on connaît, c'est une ballade de notre pays ». Ça veut dire qu'elle s'est baladée partout en Europe au Moyen-Âge. Oui. Et, C'est quand même une musique qui a une histoire. et vous, ça ne va jamais s'arrêter, Brigitte. Vous allez continuer. Alors, on pourrait parler de tous ces films. Tiens, on entendait à l'instant Narciso Yepes, on va entendre maintenant Stéphane Grappelli. C'est un autre film dans lequel Lelouch. vous apparaissez. Ah non, écoutez ça. Écoutez, vous allez reconnaître. Oh, est-ce que c'est bien, ça? Ah ben ça, c'est les valseuses. Exactement. Ah, mon cher Bertrand, qu'est-ce qu'il était Ouais. gentil et délicat. Bertrand Blier qui vient de nous quitter. Ah, il était tellement délicat et tellement bien élevé. En fait, c'était quelqu'un qui aimait la transgression. C'était le petit garçon bien élevé qui veut dire des gros mots et aller toujours plus loin. Il attendait qu'on lui dise « non, maintenant, ça suffit ». Et comme personne ne lui disait « non, maintenant, ça suffit », il allait toujours plus loin. Ouais. Et une scène marquante dans le film, hein. Cette femme dans le train. Qui Ah, va rejoindre- démunie, complètement démunie, oui. Démunie. Et Avec son Depardieu bébé, avec et son Devers. bébé. Ouais. Et Depardieu et Devers au début de leur carrière. Oui, alors les deux étaient pleins d'ambition et pleins d'enthousiasme. Et ils disaient tous les deux, après ces deux films, ça va décoller. Ils ont eu raison, c'est vrai, ça a décollé. Et je dois dire que Bertrand Blier avait l'art d'utiliser les gens, c'est-à-dire que il leur lâchait la bride pendant les répétitions. Et puis après, juste avant de tourner, il les tenait comme ça et ça devenait très rigoureux, sans bavure. Mais d'abord, il les lâchait. Et il donnait libre cours à leur instinct. Ouais. Et une folie. Vous allez jouer Calmos, Bertrand Blier. Il y a de la folie, il y a une espèce d'irrévérence. Ah, moi, c'est un truc invraisemblable, Calmos. Ça, c'est la chose la plus, comment dirais-je, volcanique qui m'ait été donnée de jouer. C'est-à-dire que les femmes violent les hommes. Voilà, c'était une provocation, une vraie provocation. Faire ça avec des hommes aussi délicats, aussi Jean bien élevés. Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Bernard Jean-Pierre Blier. Mariel, mon mari, un rêve sur la terre, une gentillesse, une timidité. Et au moment où on était tous nus et qu'on était en train de se battre et que lui il disait non, non, ne me touche pas et que moi il fallait que j'attaque, on était tous les deux intérieurement glacés, très, très, très timides. Et dès qu'on disait couper, on prenait une couverture, on se cachait, on tremblait. Si les gens savaient ce que c'est dur de jouer ces scènes-là, c'est Ouais. fou. Parce que nous, les acteurs, on est comme des timides qui se jettent à l'eau. En fait, il n'y avait pas plus timide que Jean-Pierre, plus délicat, plus sensible, très musicien. Il jouait merveilleusement du saxo. Je l'ai vu très souvent dans une pièce de, par exemple, de Pinter au théâtre de l'Atelier. Quelle délicatesse. Et Jean Rochefort, quelle Oui. drôlerie, cet humour anglais. Quel personnage, Rochefort. Oh, extraordinaire. Et Extraordinaire. un mot sur Bernard Blier, que j'admire, moi, je trouve Oh un comédien. Et là, il est capable de tout jouer. Avec Alors Bernard là, Blier, j'ai avec eu son une fils. scène extraordinaire. Il était curé dans Calmos. Et j'ai essayé de le convaincre de me dire où se cachaient nos maris qui en avaient marre de nos assauts amoureux. J'essayais de lui demander où ils étaient. Et comme il ne voulait pas, Bertrand Blier avait écrit une scène où je suis comment dirais-je, en combinaison turquoise. Et je m'approche de lui et je dis curé, curé. Enfin, je ne sais plus très bien le texte, mais
la situation. Curé, si tu ne me dis pas où est mon mari. Non, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Et il a peur, il me regarde avancer comme le diable, évidemment. C'est une femme qui arrive en combinaison comme ça. Je veux savoir, je veux savoir. Et à la fin, comme il ne me dit rien, Bertrand Blier m'avait dit, tu ne le dis pas à mon père, mais tu prends son nez avec ton rouge à lèvres, tu lui prends le nez, totalement, tu manges le nez, et après tu le lâches. Et après tu sors du champ et on voit son visage. Et en effet, je lui ai pris le nez avec mon rouge à Tu ne lèvres. savais pas, Bernard Blier. À la première fois, il faut voir la tête Incroyable, hein. interloquée qu'il fait. Je me retire comme ça, et on le voit complètement figé par une espèce d'horreur, quoi. C'est comme disait Julia Kristeva, la fascination de l'horreur. La popularité, tiens, encore une autre musique. C'est du Vladimir Kosma. Évidemment, on vous parle tout le temps de ça. On avait le choix entre la 1 ou la 2. On a choisi la 1, la boom 1. Évidemment. Hein. Succès populaire. C'est bien. Ça donne envie de danser un slow avec Sophie Marceau. Ou avec vous. Ah, écoutez. N'oseriez pas m'inviter à danser en direct. Hein. Bien sûr que si, mais là... alors, Non. Ah, voyez, vous n'osez L'émission pas. n'est pas terminée. À la fin, on la remettra. Claude Pinoteau. Claude Brasseur, Ah oui. Denise Gray, des partenaires qui m'ont tant appris. Je veux dire, il avait le théâtre et le rythme dans le sang, Claude Brasseur. Je l'ai vu beaucoup au théâtre, c'était un génie. C'était un comédien génial au théâtre. Et il avait le sens du rythme. Alors, avant de commencer les scènes de conflit, il faisait donner le rythme comme ça. Allez, on y va. Et il fallait parler comme ça. J'ai appris le rythme avec lui, mais vraiment, c'était génial. Oui. Et avec Denise Gray qui avait 80 ans, elle jouait le soir au théâtre le rôle principal dans une pièce de boulevard et elle se levait à 5h du matin pour venir tourner la Boum 2. Moi, je suis allée la voir au théâtre, évidemment, et il n'avait pas un petit rôle, il avait un rôle très péchu. Et le lendemain, on tournait dans une gare. Moi, j'avais mon petit garçon dans la Boum 2, mon petit Lucas dans les bras. Elle était allongée pour se reposer parce qu'elle n'avait pas dormi et qu'elle avait joué la veille et tout ça. Elle me dit, vous voulez ma chaise longue? Moi, je ne suis pas fatiguée. Et d'ailleurs, pour me remonter le moral, après le film, je vais me faire opérer de la hanche. C'est pas chouette, ça? Attendez, leçon Oui. de bonne humeur. Extraordinaire. Comme Suzanne Flon, que je ramène Ouais. un soir du théâtre, et qui me dit, tu sais, moi, je fais de la gymnastique. Et elle prend son pied et elle le met comme ça, jusque-là. Tu vois, je fais ça tous les jours. C'est pour ça que je suis en forme. Et Sophie débutante, premier rôle. Est-ce qu'on voit la star qu'elle va devenir, l'incroyable Totalement. tempérament de Mais comédienne? totalement. Claude Pinoteau avait avec elle une relation magnifique, ainsi que Daniel Thompson, qui avait donc écrit le scénario avec Claude Pinoteau et inspiré par la vie de sa propre fille. Donc c'était du vécu. Et donc elle était sur le tournage. Et il y avait entre trois une complicité magnifique. Sophie était d'une attention, elle écoutait, elle absorbait. Et après, elle faisait à sa façon ce qu'on lui avait demandé. Elle était déjà grande comédienne, elle n'imitait pas. Elle prenait l'information et elle la redistillait à son rythme. Et c'était plus vrai que vrai. Oui, c'est fou là. Je disais Michel Deville, formidable réalisateur. Oh, je l'adore. Vraiment. Avec Maurice René, François Faut dire un mot Xavier. sur Michel Deville parce que c'était un immense C'était un ami réalisateur. aussi. J'ai eu trois grands amis dans ce métier. C'est Michel Deville, Claude Pinoteau et Bertrand Van Effranter, avec qui j'ai fait 3 films. Et Jean-Charles Taquella, Oui. Le Pays Bleu, Cousin, Cousine, qui vient de nous quitter. Et j'ai envie d'appeler la Cinémathèque pour qu'on lui rende hommage, parce qu'il a une œuvre extrêmement variée. Je trouve que c'est le moment. Il vient de nous quitter, Jean-Charles Taquella. Oui. Vous vous souvenez de Cousin, Cousine, qui a eu Bien sûr, l'Oscar? bien sûr. Vous vous souvenez du Pays Bleu de Ah, Croque-Lavie? oui, bien sûr, bien sûr. Oh là là, avec Et- Carole Laure et Giraudot. Et Michel Deville habitait à côté de chez moi à Boulogne. Et souvent, on allait se promener et on parlait. Il était d'une délicatesse, mais vraiment d'une pudeur. Il avait une manière de venir tout doucement et se déplacer, au lieu de dire Brigitte, plus fort ou moins vite.
Il courait de dessous la caméra. Il disait, Brigitte, ma chérie, si tu voulais le faire un tout petit peu plus vite, ce serait merveilleux. Mais tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mais un tout petit peu plus vite. Comme Renoir. Renoir qui disait, paraît-il, c'est formidable, vous avez été formidable. On recommence. mais avec cette délicatesse, cette élégance de Michel Deville et Claude Pinoteau, d'une précision de chef d'orchestre extraordinaire. Vraiment. C'était très sidérant. Dans la vie, il avait énormément d'écoute, il était spirituel, il était drôle. Et sur le plateau, il régnait une ambiance de film à Hollywood. Tout le monde était au garde à vous, mais c'était incroyable. Et c'était bizarre parce que pour moi, c'était contrasté dans la mesure où on allait faire une comédie, que ce soit si sérieux le tournage d'une comédie. Eh bien oui, pour faire une comédie, il faut être rigoureux, sérieux, presque mathématiquement. Parce que si vous loupez le moment où c'est drôle, si c'est trop tard ou trop tôt, ça passe pas. Et quand on tourne avec Truffaut, par exemple, Oh, est-ce que c'est Truffaut. drôle? Est-ce qu'on a... Oh, Truffaut, oh là là. Truffaut, ça a été un ami, mais un ami intime. Et je suis très fière de ma relation avec lui, parce que c'était une relation très pure, très entre garçons. Comme avec Paul Newman, j'ai une relation très pure aussi. Il n'arrêtait pas de me faire marcher. Et quand il voulait me faire monter au plafond, il disait « Bon, est-ce que la petite fille de José Interdit est prête ?» Mais en fait, quand il est venu me chercher, il a dit une chose merveilleuse. Il m'a téléphoné, il m'a dit « Voilà, je suis réalisateur et je suis en train d'écrire un scénario. Il y a un rôle pour vous. Est-ce que je peux continuer à écrire ?» Je dis « Oui, monsieur, qui êtes-vous ?»« Je m'appelle François Truffaut. » Je lui dis, mais vous plaisantez, vous êtes en train de plaisanter, vous me demandez la permission d'écrire un rôle pour moi, mais c'est mon rêve, j'ai vu tous vos films. Les Deux Anglaises et Le Continent aussi, j'ai tout vu. Alors il me dit, et même le court-métrage avec mon amie Marie-France Pizier, qui était magnifique, sur les jeunesses musicales, avec Jean-Pierre Léaud. Il me dit, oui, mais vous comprenez, le rôle principal, c'est un homme, alors... Vous auriez le rôle principal des femmes, ça s'appelle la vedette anglaise. Je lui dis, écoutez, maître, en plaisantant, c'est tellement bien le cinéma anglais, je ne veux que ça, être votre vedette anglaise. Et après, on a déjeuné chez lui, tout de suite au champagne. Il ne buvait que du champagne. Tout de suite. Il me dit, alors vous avez aimé cette idée, etc. Vous avez lu le scénario, ça vous a plu? Je lui dis, mais c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est la joie de ma vie de travailler avec vous. C'est la joie de ma vie. Il est venu me voir à toutes les générales de pièces. Quand j'ai joué avec Gérard de Sarthe, avec Philippe Avron, avec Roger Planchon, il était là, toujours, au premier rang. Et quand j'avais des rôles tragiques, il me faisait... pour essayer de me faire rire. Il était gamin. Il y avait un côté Jacques Prévert chez lui. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps des blagues. Et on se rend compte maintenant qu'il y avait beaucoup de poésie dans ses films. À l'époque, je n'avais pas bien compris. Ouais. Maintenant, je comprends. Vous avez cité Marie-France Pizier. Marie-France. Je voudrais qu'on dise un modèle. Alors évidemment, on pense aux gens de Mogador, série télé qui va être un triomphe en France. Oh, ma chérie, ma chérie. Et qui est tragiquement Qu'est-ce qu'elle est drôle disparue. dans les films de Téchiné. Ouais. Elle avait une collaboration. Elle participait à l'élaboration des scénarios avec Téchiné. Elle a fait un très beau film qui s'appelle Le bal du gouverneur. Oui, en Nouvelle-Calédonie. Oui, et je devais jouer le rôle principal et au dernier moment, j'ai pas pu, malheureusement. Parce que quelqu'un de ma famille avait besoin de moi. Mais j'ai regretté de ne pas aller avec elle en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez pas savoir. Les gens de Mogador. Alors là, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on avait à peu près le même âge et qu'elle jouait le rôle de ma mère. Donc, dans les scènes qui s'enchaînaient après l'époque de Marie-Josée Natte, que j'ai bien connue, que j'aimais beaucoup aussi, elle me passait, si vous voulez, il fallait qu'on comprenne que j'étais la fille de Marie-France Pizier. Alors, elle s'était vieillie énormément et moi rajeunie énormément. Et alors, à partir de là, elle m'a toujours appelée ma petite fille. Parce qu'en fait, on avait le même âge, mais comme j'avais été sa fille, elle m'a toujours appelée ma petite fille. Oui, et j'imagine que sa disparition était terrible. Et puis, c'est mystérieux. Il paraît que l'enquête n'est pas terminée, si je ne m'abuse. On ne sait toujours pas. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Vous avez des doutes sur les conditions de sa mort? C'est pas ça, c'est que même la police ne sait pas. Ils sont incapables de dire ce qui s'est passé. Parce que comme elle était attachée à un fauteuil et qu'elle est tombée dans l'eau, mais que
les poumons ont été bloqués, ça prouve qu'elle ne savait pas qu'elle allait tomber dans l'eau, vous comprenez? Si elle avait voulu se suicider, elle n'aurait pas eu les poumons bloqués, elle aurait fait psh, comme ça. Mais là, l'enquête a révélé que les poumons étaient bloqués. Ça veut dire qu'elle est tombée sans s'y attendre. Peut-être qu'elle était endormie, on ne sait pas. Enfin bref. En tout cas, elle est intelligente, elle est bonne, elle est généreuse, elle garde les secrets et surtout, elle est spirituelle. Et en elle, il y a un côté comme ça comique, mais en même temps, il y avait une gravité cachée. Il y avait un romantisme caché qui se révèle d'ailleurs dans un de ses livres que j'aime énormément, où à la fin, on se rend compte que c'est l'enfance qui l'a marquée et qu'elle aimerait y retourner dans ce pays de l'innocence et de la liberté, dans la nature de la Nouvelle-Calédonie. Oui, Brigitte Fossé, La Fontaine, les grands textes. Vous avez vu sur scène, là, on va vous voir encore. Vous vous nourrissez de tous ces mots, de tous les beautés de la langue. À vrai dire, je suis gourmande. Oui. Mon père adorait le langage et il jouait tout le temps avec les mots à l'heure du déjeuner, quand on déjeunait tous ensemble. Et il faisait un peu du ionesco. Il faisait des mots mécaniques. Ou alors il le faisait en anglais. It was 22 to 2. Il était 22h moins 22 jusqu'à 2h moins 2. Alors il s'amusait toujours comme ça avec le langage. Et je pense qu'il m'a transmis cet amour du verbe. Il aimait la Bible, il aimait l'Évangile, et il aimait aussi Rabelais. Il nous lisait du Rabelais. Il était très rabelaisien, et il aimait les mystères, et il aimait Shakespeare. Il connaissait Shakespeare par cœur en anglais. Et mon grand-père, il était poète, mon père écrivait des poèmes, et mon grand-père était le directeur du théâtre de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, le père de ma maman, qui elle aussi aimait la poésie, par cœur, et on dansait, on chantait à la maison jusqu'à l'âge de 9 ans, et après, terminé, on est venu à Paris. Alors là, c'était terminé. Je suis allée dans une école américaine extrêmement rigoureuse, et mon frère est allé dans une autre école. Il est parti, malheureusement, mon petit frère, qui était mon compagnon, mon partenaire dans tous ces jeux à 4. Il est parti au Moussel à jouer en Josas. Je ne le voyais plus. Je ne voyais plus ma grand-mère paternelle, ma grande-tante paternelle. J'étais un peu perdue. Et ce qui m'a rattrapée, c'est l'amour de la littérature. Parce qu'à l'époque, les profs de français vous faisaient réciter des grands textes. Après la bataille de Victor Hugo... combien de marins, combien de capitaines, Océanonox, ou alors bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux, mais le soleil se lève encore. Oh, qu'ils aient perdu le regard, non, non, cela n'est pas possible. Ils se sont tournés quelque part vers ce qu'on nomme l'invisible. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, des yeux sans nombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux, mais le soleil se lève encore. C'est-à-dire que toutes ces choses-là m'ont aidé à faire mes deuils, à devenir adulte. Vous savez, la lecture, ce n'est pas rien. La lecture, c'est pénétrer dans le secret d'un être humain qui a mis toute sa vie, tout son sang, toute sa chair dans ses textes. Et il ne faut pas se priver de ça, ça aide à vivre. Il y a une autre chose dont il ne faut pas se priver pour être heureux, c'est d'écrire. Il ne faut pas chercher à bien écrire en se regardant dans la glace, parce que là, c'est foutu, ça ne marche pas. Mais si vous écrivez à votre cœur, si vous écrivez avec votre sang, même une demi-heure par jour, même une phrase, même 3 mots, si vous avez un journal comme ça, avec des beaux carrés, comme dans les cahiers Glatini, et que vous mettez une date, et qu'un jour vous mettez 2 mots, le lendemain vous mettez rien, le surlendemain vous mettez « je suis malheureuse pour telle raison », le surlendemain vous dites « je suis heureuse pour telle raison ». Et petit à petit vous vous mettez à écrire, et vous vous libérez parce que plus personne ne vous écoute. Tout le monde regarde dans le portable, dans les images, les machins, alors que la chose qui véhicule la communication, c'est le langage, c'est le verbe. Oui, La Fontaine, je parlais de ça. Hein, ces fables extraordinaires avec un piano à côté. Oui. C'est les mots de La Fontaine. Quels mots, par exemple, vous viennent là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose?
Vivez avec ça, j'imagine. On vit avec des fables. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nullement n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard ne guettaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du laisse. » Bref, je ne vais pas la faire tout entière. Mais c'est magnifique. Attendez, c'est magnifique. C'est incroyable. Et la poule aux œufs d'or, la Oui. poule aux œufs d'or. Oh là. Ah, c'était merveilleux quand je donnais la poule aux œufs d'or au théâtre de Poche, mise en scène par Stéphanie Tesson, parce que je pouvais sauter partout. Dans cette salle du bas, il y a une scène sur la scène. Donc de temps en temps, je pouvais aller parler aux spectateurs, et de temps en temps, je pouvais monter sur la scène, parler à Daniel qui me répondait, et puis pouf, après, on retournait dans la fable. Et Daniel jouait l'équivalent en musique de la poule aux œufs d'or. Je disais la poule aux œufs d'or, après elle jouait la poule de rameau. C'était génial. Daniel Laval. Qu'est-ce qu'on s'est Pianiste. amusé, quelle grande virtuose. Oui, merci. Il va falloir se quitter. Ah non. C'est trop tôt. On pourrait rester encore des heures. Mais Je pourquoi sais on se pas. quitte? Mais je ne sais pas, même pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. On pourrait continuer. On pourrait danser. Tiens, on va mettre la boum. Je sais pas qu'est-ce qu'on Mettez pourrait un mettre. truc un peu rapide quand même. Ah, un truc un peu rapide. Un mais peu on a de pas- jazz là. Ah, c'est vous qui allez le faire. Le bon et les méchants de Claude Lelouch. On a les valseuses. Allez, on va Pam, mettre les valseuses. Stéphane Grappelli. Bon, c'est pas très rapide. On hein, l'a déjà c'est- mis, Grappelli. On l'a déjà mis. On l'a déjà Vous avez mis. pas un peu Alors de c'est jazz vous qui allez faire. C'est vous qui Vous allez n'avez pas un peu de jazz? C'est s'il vous qui allez le plaît, faire. à la régie. Mettez un truc rythmé. D'accord? Grappelli Bah, si vous voulez. Grappelli. Allez, voilà, Grappelli, musique des valseuses. C'est magnifique. Ah ben on peut danser. Je sais pas. Ah, vous avez honte de Vous danser. croyez Ah non, pas du tout. Mais vous serez quand Mais même vous en train de dansez. travailler puisque vous dansez avec la personne que vous avez Je interviewée. serais payé pour danser. Ce serait quand même extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut danser Alors mettez sa la vie. musique bien forte, pas très rythmée, mais voilà. Allez. Ah non, ça faut pas danser ça. C'est quoi Ah non,